Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Toujours beaucoup d'enthousiasme car on va parler thunes, mais avec une dimension plutôt green. Et j'ai le plaisir d'être chez Goodvest avec son CEO. Comment ça va, Joseph? Ça va très bien, Yacine. Le soleil pointe son nez, c'est le début du printemps, donc C'est tout va ça, très bien. tu veux faire une blague sur ma tête, c'est ça? Vu que c'est T'as inscrit un sur ma gueule. t'as un petit coup de soleil là, effectivement. Faut mettre un peu de la crème solaire, mais Bon, monsieur, on va parler thunes. Tu as levé 10 millions il n'y a pas si longtemps. Tu avais déjà fait une ou deux levées de fonds avant? on avait fait un pré-seed et un seed avant, donc c'est la troisième. Bon, avant même que tu pitches Goodvest, tu nous expliques tout ça. Est-ce que tu es riche? Pas encore. Après, riche, c'est très. C'est quelque chose de très. C'est une question de définition en fait. Hein. Je suis C'est totalement par d'accord. par rapport à qui Bah, quand tu prends 10 millions, quand déjà que les gens comprennent, combien vont dans ta poche? Zéro. Ok. Est-ce que tu t'augmentes en tant que salarié de la On boîte? s'est augmenté. Alors déjà, on n'a pas été payé pendant les 2 premières années de Goodvest, hein, donc on a dû faire des petits efforts quand même. T'as eu le chômage? Pas le chômage parce que j'ai pas eu de CDI. Alors mon associé a eu le chômage parce qu'il a démissionné de KPMG et donc il a touché le chômage pendant quelques temps. C'est le bon côté quand on quitte un CDI. Moi non. Ouais, de ouf. Au début on s'est payé, donc on s'est pas payé pendant 2 ans. Puis on s'est payé et là on s'est un petit peu augmenté effectivement avec la levée de fonds. Mais bon, c'est un peu le sens des choses. Je gagne quand même à peu près moitié moins que la moitié de mes potes. Donc, Mais t'inquiète, ça va. tu vas les rattraper là. À 35 ans ou 40, tu prendras ta retraite car, spoiler, tu es très jeune. D'ailleurs, j'y pensais dans le métro, je dis souvent qu'il faut pas se comparer. Et j'ai envie de te poser la question, à qui tu te compares, toi? Parce que je pense pas que ce soit un truc si négatif que ça de se comparer. À qui je me compare Ouais. Dans l'entrepreneuriat, dans tes aspirations de carrière. Je me compare à des entrepreneurs que j'admire, à des concurrents, à mon père qui est entrepreneur aussi, Ouais, trop drôle. mais pas une personne en particulier. Et c'est pas, on est d'accord, c'est pas négatif, c'est plus ça nourrit ton ambition Ouais, et complètement. voilà, ta moyenne elle se rehausse. Ok, bon, j'avoue que c'est la même chose avec ce podcast, mais par moment, putain, quand t'es dans ton lit et que tu te dis, ouais, j'ai rencontré que des gens, j'allais dire riches, pas encore, mais bon, tu te dis, faut que je bouge mon cul. Bref, c'est une très longue intro, mais beaucoup de plaisir. Raconte-moi, qu'est-ce que Goodvest? Alors Goodvest, on est une fintech et entreprise à mission qui permet aux particuliers d'investir leur épargne de manière éco-responsable. C'est assez difficile pour les individus de savoir ce que finance leur épargne et Ouais. très souvent elles vont financer les entreprises qui vont à l'encontre de nos valeurs en finançant par exemple les énergies fossiles mais parfois également l'industrie de l'armement, du tabac et on a très peu de transparence alors qu'en fait c'est notre épargne et c'est important de choisir ce qu'elle va financer. Ouais. Ce qu'on permet de faire avec Goodvest, c'est donc de réaligner son épargne avec ses valeurs, notamment sur la partie climat. On a développé une méthodologie maison qui est la plus exigeante du marché, qui va respecter l'accord de Paris, qui va prendre en compte des critères de biodiversité et qui donne de la transparence aussi. Enfin, vous allez enfin pouvoir comprendre quel est l'impact sur le climat de votre épargne. C'est ça le plus gros pain, c'est la transparence, C'est, historiquement. je pense que c'est effectivement un très gros pain parce qu'il y a beaucoup de choses qui en découlent. Vu que l'épargne est peu transparente, on ne sait pas ce qu'elle finance, on ne sait pas combien elle nous coûte, on ne sait pas parfois combien elle nous rapporte même. Mhm. Et donc, s'il y avait une vraie transparence et une facilité d'avoir accès à toutes ces informations, eh ben, la concurrence se réveillerait et les épargnants aussi. Et il y aurait des choses, il y aurait plus de mouvement, on va dire, sur l'épargne. Et donc, je pense que la transparence, c'est un pain qui en entraîne d'autres derrière, effectivement. Et justement, d'ailleurs, je pense que quand tu es transparent, bah, tu commences à avoir un aspect critique, mais tant que tu n'as pas l'info, parfois il y en a qui ont même pas eu comment dire, qui n'ont pas mis le curseur, qu'on explique juste, hein. Il y a de l'épargne, mais il y a aussi tes comptes courants chez des grosses banques Ouais. qui utilisent cet argent pour financer des projets qui ne sont pas très bons pour notre environnement. On est d'accord là-dessus? Tout à fait, tout à fait. Ok. La meilleure manière d'avoir de l'impact, c'est l'épargne et l'investissement, parce que tu vas financer directement des activités. Mhm. Mais effectivement, laisser de l'argent Qui sur un dort, compte courant, alors déjà, ça dort, donc c'est pas top aussi pour votre pouvoir d'achat. Mais effectivement, c'est de l'argent qui pourrait être mobilisé pour financer des activités durables ou non, si vous gérez vos investissements sans prendre en compte ces Ouais. critères. Mais on a aussi un impact négatif, effectivement, si on laisse de l'argent sur un compte courant d'une grande banque qui pollue, ce qui est beaucoup le cas en France. Allez, balance des noms. Non, je rigole. On les connaît tous, hein, mais On les connaît tous. Tiens, raconte-moi, tu as parlé des accords de Paris. Combien de placements, combien de produits financiers le respectent aujourd'hui? très peu. Et rappelle-nous aussi, Ouais. c'était quoi l'issue de cet accord? Alors, l'objectif de l'accord de Paris, c'est de limiter le réchauffement climatique
un maximum de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle en visant plutôt 1,5 degré. Là, aujourd'hui, on est en moyenne autour de 1,3 degré. Donc, ça se réchauffe très vite et nos chances de respecter l'accord de Paris, malheureusement, sont de plus en plus faibles. Et voilà, tous les experts s'accordent là-dessus. Aujourd'hui, si on prend les actifs globaux, donc les placements financiers qu'il y a dans le monde entier, il y en a 0,2% qui respectent l'accord de Paris. Donc c'est vraiment une petite goutte d'eau dans la finance mondiale qui est alignée. Et donc on se rend compte que vraiment la finance, l'industrie financière et donc l'épargne n'ont pas du tout pris la mesure du changement climatique. Mais pourquoi il n'y a pas de contrôle, de répression là-dessus ? C'est quoi le problème ? Alors non, c'est pas interdit de polluer. Hein. Oui, donc c'est sinon ça. on aurait réglé le problème. Mais donc du coup, l'accord, c'est quoi ? C'est juste en fait des guidelines qu'on aimerait que les gens suivent. Grosso modo, voilà, il y a des choses qui sont mises en place, ça dépend vraiment d'un pays à l'autre. Ouais. Mais il n'y a rien qui va contraindre l'industrie financière à s'aligner avec l'accord de Paris. Les contraintes qu'il y a sur le plan réglementaire, ça va plutôt être des contraintes pour lutter contre le greenwashing. On a de moins en moins le droit aujourd'hui de dire mon fonds il est super vert et c'est un fonds climat et il finance les énergies fossiles, même si ça se fait encore beaucoup et ça se faisait encore plus il y a quelques mois. Mais il n'y a rien pour contraindre vraiment les sociétés de gestion ou les acteurs du secteur financier. À part sur la question du greenwashing, où là il y a de plus en plus de sanctions. D'ailleurs, on voit que le nombre de sanctions explose. Et c'est un peu la seule manière de contraindre aujourd'hui les acteurs. L'argent, c'est ça la seule manière, c'est les thunes en fait. Ah, de mettre des sanctions ? Bah oui. Oui, c'est la seule manière de le faire, mais ça permet de lutter contre le greenwashing, ce qui est déjà bien, mais c'est peut-être pas suffisant. En fait, il faudrait mettre en place peut-être des incitations fiscales à investir dans des fonds qui sont véritablement verts, mettre des définitions plus précises de ce que c'est qu'un fonds vert. Un fonds vert, aujourd'hui, il y a quelques mois, ça voulait dire encore, pour prendre en compte le principal label en France, qui est le label ISR, Investissement Socialement Responsable, il y a encore quelques mois, on pouvait être labellisé ISR et investir dans les principaux géants des énergies fossiles, même avec en première position. Et quoi, parce qu'on a 1% de bon invest ? Même pas, c'était plus en fait une question de reporting. C'est la RSE, c'est comment tu braines ça. C'était extrêmement simple d'être labellisé ISR, il suffisait d'en avoir la volonté en fait, pas de vrais critères, pas de critères d'exclusion. Là désormais, ça change parce qu'après des années, quasiment 8 ans de critiques sur ce label qui a perdu vraiment en crédibilité auprès des épargnants et même des professionnels, les choses évoluent. Et après une longue consultation qui a duré plus de 2 ans, ils ont enfin décidé d'exclure en grande partie les énergies fossiles. Donc tous les nouveaux projets d'énergie fossile sont exclus, ainsi que les énergies fossiles non conventionnelles. Alléluia. Donc voilà, on avance, mais en fait, un fonds vraiment vert, c'est pas forcément uniquement un fonds qui exclut les énergies fossiles, ça va être un fonds qui respecte l'accord de Paris, qui prend en compte des critères de biodiversité. Et donc tout ça, on n'y est pas encore. Mais au moins, on avance dans la bonne direction. Il y a un peu moins de greenwashing qui est possible. Et ça crédibilise un peu ce qui se fait de bien dans le secteur. Parce que même nous, avec une approche très sérieuse, on en souffrait tellement il y avait de greenwashing dans l'industrie, en fait. Ok, bah on va reparler de ça. On va rentrer dans les détails de Goodvest. Déjà, petit disclaimer à tous les putains de climato-sceptiques. Ce podcast n'est pas pour vous. On n'est pas là pour essayer de vous convaincre. On est tous convaincus qu'il y a un gros bordel avec notre environnement. Ma première question est simple pour toi. Est-ce que t'es écolo, mec ? Bah, j'essaie de l'être. Est-ce que tu l'as vu comme un mot péjoratif historiquement aussi, ce mot écolo ? Non. Okay. En réalité, j'ai jamais vu le mot écolo comme péjoratif. Il y a certaines approches qui vont pas être les bonnes. Tu vois, il y a une campagne de pub en ce moment dans le métro je crois que c'est Mouvance, la start-up qui aide les particuliers à utiliser la mobilité verte. Ils ont fait une campagne de pub dans le métro en montrant que il y avait d'autres manières de s'engager sur le plan écologique qu'en aspergeant la Joconde au Louvre de peinture. Je trouve que c'est une bonne... c'est un peu le seul truc qu'on peut trouver négatif, c'est quand il y a des actions comme ça qui font pas vraiment avancer la cause, parce que certes... Mais qu'il faut en parler. On en parle, mais on en parle mal en fait. On en parle sur le plan... je pense qu'il y a d'autres manières de le faire. Il faut être activiste, mais il y a différentes manières de l'être. Mais non, j'ai toujours vu ça de manière plutôt positive. J'ai pas toujours été écolo. Je pense que mon engagement environnemental s'est vraiment développé pendant le Covid, pendant mon master, où j'ai côtoyé pas mal de camarades qui étaient très engagés. Et donc tu mangeais de la viande ? J'ai eu alors là, je suis pas végétarien. Je suis flexitarien. J'en mange très peu et surtout, j'essaie de pas manger de viande rouge plutôt, parce que
voilà, toutes les viandes n'ont pas le même impact carbone et d'ailleurs certains légumes vont polluer beaucoup plus que du poulet quoi. Ouais. Donc bon, je mange extrêmement peu de viande rouge et j'essaie de pas en manger du tout en fait. Mais non, je suis pas végétarien. Je prends très peu l'avion, mais voilà, c'est possible que je prenne l'avion une fois dans l'année quoi. Tu vas pas nous faire culpabiliser voilà, dans ce podcast. je vis avec mon époque. Je suis pour qu'il y ait des mesures plus strictes qui soient prises sur plein de sujets. Ouais. Je suis pour qu'il y ait une sorte de compteur de carbone pour les individus et qu'on fasse des bilans carbone individuels et puis qu'on soit limité, mais qu'au moins il y a une certaine limite de se dire, bah écoutez, moi je prends pas du tout l'avion. Certaines personnes vont prendre un peu plus de viande, d'autres personnes vont se dire écoutez, moi je mange zéro viande et je fais très attention à ma consommation, j'achète que des vêtements aussi, voilà, des vêtements d'occasion, seconde main, et je m'autorise de prendre l'avion très rarement. Je pense qu'il faut aller plus loin, mais voilà, il y a un moment, il faut vivre avec son époque aussi, on a une vie sociale et c'est compliqué de tout faire, il faut faire des efforts. Déjà, j'en fais sur le plan professionnel et sur plein d'autres sujets, mais on peut toujours s'améliorer et ce qui compte aussi, c'est la trajectoire. C'est quoi l'effort qui te fait trop chier ? Alors franchement, ce qui m'embête le plus, c'est l'avion, où en fait, j'ai une partie de ma famille qui habite au Liban, et c'est très compliqué aujourd'hui quand on est un jeune en 2020 de plus du tout prendre l'avion quoi. Donc dès que j'ai une alternative, je prends le train et je prends quasiment jamais l'avion. Mais parfois, voilà, si je vais au Liban, je vais pas y aller en train quoi. Donc il semblerait que ce soit un long périple. J'ai une mini question. En fait, j'étais ce matin en train de scroller. Oui, je scrolle sur les réseaux. Dédicace à Camille de Camille et Justine, je crois. Je sais pas si ça te parle comme compte. Elle a fait une revue sur Une année difficile, le film de Toledano et Nakache. Je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu. Ah, dommage. Ok. Bon, je te spoil un petit peu, mais non, je veux pas te spoiler, mais en gros, ça retrace un petit peu avec beaucoup de second degré et ça prend un peu le. Mais j'ai vu la bande-annonce, je crois que je vais. C'est assez dérisoire. Enfin, mais en gros, ils prennent, je crois que c'est. Comment il s'appelle ? Jonathan Cohen, et je me demande si c'est pas Pio Marmaille avec, mais c'est vraiment, ils te prennent de teubés et ils montrent justement toutes ces actions il y a un de tes collègues qui est content derrière, qui est en train de célébrer, je sais pas ce qu'il a réussi. Une bonne nouvelle. Mais bref, justement, bon, je voulais te poser un peu la question de est-ce que, moi je te la pose comme ça, même si t'as pas vu le film, est-ce que parler des sujets écolos, typiquement dans le film, ils vont montrer quelqu'un qui va balancer je sais plus quoi de la peinture sur une œuvre d'art, je l'ai vu il y a longtemps, hein, donc soyez gentils avec moi, est-ce que quand on parle d'écologie, même si on va en parler en mal, même si tu vois c'est un peu ce truc de il n'y a pas de mauvais buzz, il y a du buzz, est-ce que ça reste positif ? Ça éveille des consciences. Non, moi je pense que c'est pas. C'est une question de vision. Hein. Ouais. C'est une question d'avis. On peut ne pas être d'accord. Moi je pense que c'est pas la bonne manière de faire. Il y a plein d'autres choses qui doivent être faites avant ça, à mon avis. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin de ces extrêmes d'actions extrémistes par moment je pense qu'il en faut. Pour moi, ce qui m'embête le plus là-dedans, c'est plutôt le fait d'attaquer l'art. Où je trouve que l'art, c'est plutôt un moyen justement d'éveiller les consciences. Et il faut faire des œuvres qui vont dénoncer la guerre, qui vont dénoncer effectivement toutes les catastrophes naturelles. Je pense que c'est plutôt, il faut utiliser l'art d'une manière positive plutôt que chercher en fait à la détruire, même si en réalité on sait bien qu'il y a des plexis devant les œuvres d'art, etc. Oui, mais c'est l'image qui fait le tour du monde, quoi. Mais voilà, je suis pas fan de cette approche. C'est pas celle que moi je choisis. Je préfère entreprendre ou même soutenir des associations, ce qu'on fait pas mal avec Goodvest, plutôt qu'avoir cette approche-là. Après, le fait d'être activiste et de parfois perturber, ça me choque moins de perturber un aéroport, tu vois. Ça va moins me choquer. Pareil, faire des sit-ups devant le siège de Total Energies, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Là, je trouve que juste le fait d'attaquer une œuvre d'art, quelqu'un qui a fait ce tableau il y a 300-400 ans, on ne parlait pas de réchauffement climatique, je suis un peu sceptique. Ok, voilà. Donc le fond est bon, mais les moyens sont pas tous. Voilà, je trouve que c'est ça. Ok, exactement. Bon allez, c'est bon, on rentre dans ce podcast. Première question, mec, t'as jamais signé de CDI ? Oh, what the fuck ? Non, je rigole, mais concrètement, est-ce que le mot carrière, qui veut dire une vision long terme avec des petites étapes à court terme, tout en pensant que dans 20 ans, tu vas gagner je sais pas combien, que tu auras ce poste. Est-ce que tu étais habité par un truc comme ça quand tu étais plus jeune ? Bon, tu es jeune, hein, mais quand tu étais en études. Carrière, c'est assez large comme mot. Mais effectivement, moi, l'entrepreneuriat, ça m'a toujours passionné et j'ai toujours entrepris des petits trucs
même quand j'étais gosse, faire des petits courts-métrages, Ah ouais, ok. des sites web. Alors, j'utilisais des outils parce que je sais pas coder. Mais j'ai toujours fait pas mal de petites choses comme ça. Et donc, je pense que j'ai toujours voulu créer des choses. Et peut-être que j'aurais pu m'épanouir dans un CDI, mais assez orienté création, gestion de projet. Ouais, de l'entrepreneuriat, De quoi. l'entrepreneuriat Beaucoup de éventuellement, liberté, voilà. ok. Dans une boîte où tu as beaucoup de liberté. Mhm. Mais j'ai vraiment l'entrepreneuriat en moi, je pense. Est-ce que avant de monter Goodvest, bon, c'est pas des regrets, hein, mais demain à refaire, Goodvest à quoi, 3 ans? Ouais. T'aurais signé ne serait-ce qu'un petit stage dans une très bonne boîte. Souvent, les gens vont faire du conseil. Je pense à ton co-founder qui a fait KPMG, c'est ça? Ouais. Ou je sais pas si c'était conseil ou audit, mais non, Audit, il était aucun en regret là-dessus. Il était en audit de cybersécurité. Alors, vu ce que j'ai entendu sur ces grosses modes de conseil, les Big Four, non, j'aurais vu que je n'aurais pas signé. Non, en fait, aucun regret. Ok. Moi, je te pose les questions, mais si tu me retournais la question, je te dirais la même chose. Aucun regret, je veux pas foutre mes pieds dans des boîtes de conseil. Mais bon, passons. Raconte-moi, avant de rentrer sur Goodvest, ton père, c'est quoi l'influence qu'il a eue? Et ce que je vais expliquer à travers ça, c'est est-ce que tu t'es réellement posé ces questions d'entrepreneuriat ou est-ce que tu as juste foncé parce que tu as eu un rôle modèle qui l'a fait et qui t'a montré que c'était une voie faisable en fait? Les deux, je pense que c'est les deux. Il y a l'influence de mon père, c'est clair que ça a joué, mais pas seulement. Je pense que j'ai regardé pas mal d'entrepreneurs aussi dans différents secteurs. Mhm. Et donc quand j'étais dans ma première partie d'études à l'école hôtelière de Lausanne, donc une école de commerce autour du secteur de l'accueil, Une des meilleures, je crois, au monde sur l'hôtellerie. Ouais. voilà, exactement. Ouais. Très cher. Allez, passons. Aussi. Et j'ai eu une première expérience entrepreneuriale où j'ai créé une boîte d'événementiel. Ok. Où j'ai fait une quarantaine d'événements entre 200 et 2000 personnes. Ok. J'ai admiré pas mal Laurent de Gourcuff, qui a créé le groupe Noctis, qui s'appelle maintenant Paris Society. Ah, ok, d'accord. Et donc voilà, j'ai eu d'autres. Et il a entrepris pareil, super jeune. Je crois qu'il a même pas fait d'études. Ou si, il a dû faire des études, mais il a dû les quitter. Bref. Ouais, il en parle pas beaucoup. En tout cas, je pense qu'il n'a jamais pris de CDI. Ok. Et donc, j'ai eu d'autres exemples de personnes qui se sont lancées directement après les études. Et moi, je me suis toujours dit, en fait, si je prends un CDI, ça risque d'être très compliqué derrière de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mhm. Donc là, je suis à la sortie. Tu t'es dit, c'est pas trop prends risqué. pas de risque. Ouais, Je prends pas le risque de perdre un job. Au pire, je me rate et puis je prends un job. Ça te fait pas chier de gagner moins que tes potes? Alors, je gagne Oui. moins sur la fiche de paye. Après, effectivement, si tu prends la valeur de l'entreprise que tu crées, ça va être difficile de gagner plus. Donc, si la chose se passe bien, effectivement, il y a une probabilité qui est non négligeable que ça se passe mal, même Mhm. si plus le temps passe, plus elle est faible, parce que plus la boîte se solidifie. Mais non, j'ai pas de... Tu kiffes ton job, on est d'accord. Ah ouais, complètement, ouais. De tes potes, combien kiffent leur job? En réalité, une bonne partie, mais je pense que pour une bonne partie d'entre eux, c'est pas la priorité numéro 1 en fait, ou pas autant que pour moi, où Mhm. il y a ça C'est et, pas une place centrale et le reste dans c'est ta vraiment vie. très secondaire quoi. Ok. Et j'ai des amis pour lesquels la priorité c'est vraiment le sport, d'autres pour lesquels c'est vraiment leurs amis, pour d'autres ça va être leur famille, tu vois, mais Pour toi et moi, c'est le sport, la prio ou pas? c'est pas j'essaie d'en faire une priorité. J'allais t'envoyer un scud et je me suis dit, franchement, tu peux pas parler, Yacine. Alors là. Non, je suis en bonne forme physique en vrai. Ah, mec, moi, J'ai un taux de j'aimerais matière beaucoup. grasse à 11%. Arrête, t'as fait les tests et tout? J'ai une balance WeThings chez Mais moi. non, trop drôle. WeThings qu'on aimerait bien recevoir. Passons. Pourquoi entrepreneuriat, on a compris. Est-ce qu'il y a une phase d'idéation? Ou est-ce que dès le départ, tu savais que c'était de la finance couplée à du green? J'aimerais comprendre ce pourquoi, mais avec différentes étapes. Est-ce que c'est d'abord la finance, ensuite le green parce que make sense? Est-ce que c'est du green et dedans on s'est dit que c'est de l'argent, le meilleur moyen? Alors, moi, pendant le master, j'ai toujours bossé sur des projets à impact. Mhm. Le premier qui était en lien avec mes études précédentes, donc avec l'hôtellerie, où l'objectif c'était de remplacer les 26 milliards de petites bouteilles plastiques de gel douche et shampoing qui sont jetées tous Ok. les ans dans les hôtels. Donc ça fait un énorme gâchis vraiment plastique et pour la biodiversité. Donc ça c'était mon premier projet. Et tu l'as remplacé par quoi?
Alors, celui-là, on n'est pas allé au bout pour 2 raisons. Déjà, c'était une boîte très très logistique et les camarades de mon master entrepreneur ne voulaient pas non plus se lancer dans une boîte très logistique. Puis il y a le Covid qui est arrivé, donc autant te dire que cette priorité a vraiment chuté l'impact environnemental dans le secteur de l'hôtellerie parce qu'il y a le Covid, donc ils étaient tous fermés. Mais juste comprendre, c'était quoi les alternatives? Je vois très bien de quoi Ouais. tu parles, mais je me dis... Ah bah c'était de faire du vrac en fait. C'était de faire des bouteilles en fait haut de gamme avec du design pour les remplir à chaque exactement fois. les remplir à chaque fois. Reste dans les chambres d'hôtel. Et bah non, en fait, notre concept, c'était voilà, d'avoir des vélos cargo qui passaient, qui les récupéraient, qui les nettoyaient. Oui, mais les clients, ils adorent voler ces petits kits. Et bah là, ils le font plus. Mais Ah ouais de toute façon, il y a plein d'hôtels désormais qui n'ont plus ces parfois, petites t'as bouteilles. carrément le truc qui reste, tu sais, qui est C'est ça. attaché dans la Et douche. ça va, ou pour quoi. moi, ça va disparaître, ces petites bouteilles d'échantillons. À moins de trouver des échantillons. À la limite, ce qu'ils peuvent faire, c'est mettre du solide. Et Bah, là, alors, c'est la question que je me suis posée, mais je Ouais. me dis, le solide, moi, je l'utilise. C'est pas très. Il y a beaucoup de clients qui vont pas aimer. Voilà, Donc, c'est ça que je me suis posé. Pareil, je suis chez 900 Care, là, j'ai pété ma bouteille en plastique. En fait, elle fuyait. Ah ouais. Du coup, j'ai niqué un truc de gel. Non, moi, j'ai pris du solide principalement. Mais Excuse-moi, ouais, je t'ai interrompu. Tu disais, Donc, du coup, donc, un de ces ce premiers premier projet, c'était ok. ça. Deuxième projet, c'était un peu similaire. L'objectif, c'était de remplacer les produits ménagers par effectivement des capsules pour. Oh, Ça, typologie. il y a plein de boîtes qui sont lancées qui font ça depuis. Mais en fait, la chimie, ça m'intéressait pas du tout. Et c'était un peu une boîte orientée quand même chimie. Ah bon. Ouais, Je viens de il l'hôtellerie. fallait là. faire un peu des recettes, etc. Et non, ça m'intéressait pas. C'est drôle, ça t'intéressait pas, mais c'était faisable. Ah, c'était faisable, ouais. Ouais, c'était faisable. Donc tu es clairement. conscient que tu te dis là il y a un potentiel, mais je choisis de ne pas y aller parce qu'il y a un truc. Bah, en fait, tu pars quand même pour. Il faut savoir que quand tu crées ta boîte, si j'en avais vraiment conscience, tu pars pour vraiment minimum 5 ans et probablement minimum 10 ans, voire 15. Donc, faut aller dans un secteur dans lequel tu as envie d'aller. Effectivement, les produits ménagers, j'ai pas trouvé ce secteur super sexy. Et le côté chimie en plus, je me suis dit, ah, non, en fait, c'est pas. T'as pas vécu le pain, tu fais pas le ménage. J'ai pas vécu le pain, hein. Non, vraiment. Donc, ce deuxième projet, no go non plus. Ok. Troisième projet, c'était de la location de vêtements entre particuliers. Donc un petit peu plus sexy, mais en fait pas de demande. On a Ouais. fait le concept Même du master. logistiquement parlant, c'est pas compliqué. Non, parce qu'en fait on aurait pu faire, tu vois, déléguer ça aux particuliers où ils se débrouillaient entre guillemets. Et c'est pas, À la Vinted quoi. Mais... ouais, c'est pas extrêmement compliqué. Et en fait, il y avait juste pas de besoin, pas de demande en fait. On avait fait des enquêtes, des listes de préinscription, ce qu'on apprend à faire avant de lancer un business pour voir s'il y a vraiment une demande. Et Ouais, juste, ça ça n'a a pas pas du tout pris. pris. C'est drôle parce que ça marche, j'ai plus le nom, mais déjà il y a de la log de bagnole. Alors, C'est quoi ouais. Get Around. Mais non, surtout avant ça, il y a. Les vêtements, c'est un peu différent. Il y a une Non, vraie mais il y a notion des d'hygiène. vêtements, mais je sais qu'il y a aussi des appareils, je sais plus, c'est de l'électroménager ou quoi, Mhm. c'est des sortes de... en général, c'est de la marketplace, il faut de l'offre et Ouais. de la demande. Donc pour toi, c'est particulier sur le... C'était de la location. Oui, mais C'était de la sur, location de vêtements. sur le vêtement, sur Ouais, le textile, c'est c'est ça. Ok, d'accord. Donc, c'était compliqué. C'était pour lutter un peu contre la fast fashion. Et en fait, le pain, c'était que en moyenne, je sais plus, j'ai plus la stat hein, parce que ça remonte un peu, mais je crois que on attaquait nos amis les femmes, mais la moyenne, le nombre de fois en moyenne où les robes sont portées est extrêmement bas. Et donc le but c'était de lutter un peu contre ce pain. C'était pas mon projet à la base. C'était le projet d'une très bonne amie qui s'appelle Yasmina, que j'embrasse si elle regarde le podcast. Mais donc Mon homonyme. on s'est ou rendu presque. compte qu'il y avait un Ok, problème donc, ouais. qui était pas qui correspondait pas à une demande. Mhm. Et donc après le Covid est arrivé. Bon, c'est pas grave, hein, petite pub, petit problème de micro, mais tout va très bien visiblement. Mais je te laisse reprendre, cher Joseph. Je reprends. Donc De manière naturelle. On n'a pas avancé sur ce projet. Ouais. C'était le Covid et donc on parlait beaucoup d'épargne parce que l'épargne s'accumulait, les gens étaient cloîtrés chez eux et ne pouvaient pas dépenser leur épargne. Et on parlait aussi beaucoup de transition écologique et j'ai cherché en fait une solution d'épargne pour moi. Ça avait été une j'ai de fait mes un- questions.
j'avais une partie de mon prêt étudiant qui n'était pas investi. Ah, donc c'est intéressant. Et je me suis dit, voilà, il faut le placer. Et je vais le placer de manière éco-responsable. Et j'ai pris les fonds labellisés, etc. Et je me suis rendu compte qu'en première ligne, souvent, c'était pas les boîtes qui correspondaient vraiment à mes attentes, donc notamment des boîtes dans les énergies fossiles. J'ai creusé un peu le sujet. Je suis tombé sur les rapports de Reclaim Finance, qui est une ONG qui œuvre pour que l'industrie financière et les banques deviennent plus vertes. Et je me suis dit qu'il fallait donc une solution, parce qu'il n'y en avait pas, qui permettait aux particuliers d'investir leur épargne de manière durable. Et donc c'est comme ça qu'on a créé Goodvest. Quelle année? 2020. Ouais, c'était 2020. Ton invest quand tu es en cours, c'est quoi? C'est 2019, tu dirais? C'était 2020. Ok, donc c'est vraiment, ça a pris quelques mois entre le moment où tu as commencé à chercher une alternative pour toi. Hein. Ouais. Combien de temps ça a pris? Je cherchais une alternative, je sais plus exactement quand, mais c'était avant l'été, c'était au début du Covid, donc mars-avril, quelque chose comme ça. Et on a créé la société en septembre. Putain, c'est ouf, ça veut dire qu'en gros tu cherches un truc pour toi, tu dis mais c'est impossible de le trouver. Ouais. À quel moment tu switches en te disant bon bah let's go. Je suis en master entrepreneuriat, donc il y a une idée, je sortais d'une idée qui allait pas. C'était évident en fait. T'es alerte quoi, tu cherches en fait. Puis en plus le secteur m'intéressait. Ouais. De la fintech. C'est vrai que les 4 projets sur lesquels j'avais travaillé avant n'étaient pas en lien avec ce secteur, mais c'est un secteur qui m'intéressait et donc je me suis dit let's go quoi. Comment t'embarques des gens autour de toi? Est-ce que c'est facile d'avoir une première idée et de foncer tête baissée ou comment ça se passe? À l'époque, c'était Yasmina, donc, avec laquelle je bossais sur le projet de location de vêtements entre particuliers, qui m'a accompagné sur le projet pendant quelques mois et qui au final, ça la passionnait pas vraiment, même s'il y avait un peu de traction parce qu'on commençait à avoir pas mal de préinscrits. Et donc, elle est allée en VC avant de rejoindre l'entreprise familiale. Et donc je me suis retrouvé à un moment tout seul, un petit peu petite traversée du désert où j'étais tout seul sur le projet, mais tu continues à y croire? Oui, je continue à y croire. J'avais pas mal de préinscriptions et je sentais qu'il y avait un vrai pain. Contrairement aux autres projets, j'ai tout de suite senti le truc, même s'il y avait quand même pas mal de complexité parce que c'est un sujet finance réglementaire. Faut trouver un partenaire. Il y a le fait de monter le produit. Ça a pris en fait, on a créé la société en septembre, mais en fait je travaillais sur le projet depuis 3-4 mois avant et on a lancé le premier produit 1 an après la création, donc en fait c'était 1 an et demi juste pour développer le produit. Quand tu dis le produit, c'est assurance vie. Ouais, on n'est pas sur juste l'interface, on parle vraiment du produit financier. Vraiment le produit qui fonctionne de A à Z. Co-développé avec qui ça? On l'a fait avec Generali. Ok. Et donc voilà, j'ai su que c'était le bon projet. J'ai parlé avec pas mal de potentiels associés, plutôt complémentaires, donc avec une dimension tech que je n'ai pas. Et donc j'avais Antoine qui était un ami d'amis que je connaissais depuis déjà 3-4 ans à l'époque, qui m'a dit que le projet me tu l'as chauffe contacté trop. Non, c'est lui qui m'a contacté. Ok. Donc tu n'avais pas pensé à lui au début? Et il m'a dit, non, il était en poste, c'était pas quelqu'un que je connaissais très bien. Je l'avais croisé 2-3 fois à des annives ou des choses comme ça. Il m'a dit le projet m'intéresse vraiment. Moi, en parallèle, j'ai fait un peu ma due diligence sur lui et les 2-3 personnes avec lesquelles j'allais potentiellement m'associer. Et j'ai senti que c'était la meilleure personne. Et c'est ma question. Et donc j'allais dire pourquoi, mais c'est quoi les... Excuse-moi de t'interrompre. C'est du fit. C'est du fit. C'est que du fit. Alors moi j'ai quand même testé un peu. Je lui ai dit écoute, développe-moi une nouvelle version de site vitrine. Ouais. Elle était très bien développée. Okay. En un rien de temps. Donc il y avait déjà un petit test. Voilà, le fait qu'il soit prêt à quitter son CDI, c'était aussi une preuve vraiment une prise de risque en fait. Voilà. Et fit et alignement d'intérêt. Et en fait, le fait qu'il m'ait contacté aussi de base, c'est quand même quelque chose qui montre qu'il était vraiment intéressé sur ce projet, quoi. Sans les mentionner, est-ce qu'il y a eu des signaux faibles qui étaient des red flags peut-être chez les autres personnes que tu as... C'est quoi? Je te dis ça parce que... Pas fiable. Il y en a eu un pour une personne qui était déjà pas complémentaire, mais pas fiable. Pas fiable, c'est quoi? C'est il arrive 3 minutes en retard, il te dit je t'envoie le follow-up. C'était un peu plus... c'était de communiquer sur des choses qui étaient fausses, quoi. En fait, il avait un projet similaire au mien qui a jamais abouti. Il a communiqué sur un niveau d'avancement de son projet qui était faux, où en fait j'intégrais mon projet à un projet
plutôt que mon projet. Donc je me retrouvais déjà avec peu de capital et pour une boîte qui au final était au même niveau d'avancement, même je m'en suis rendu compte au bout de quelques semaines, qui est même un niveau d'avancement qui était moindre, avec des personnes qui n'étaient pas dedans, ça allait pas aboutir, je le sentais. Ok, Et d'ailleurs, ça n'a rien donné. Donc, voilà. Ah, mais c'est drôle. Est-ce qu'il y avait un côté aussi, t'avais pas envie de rejoindre comment dire? L'ego, il est inhérent à tous les entrepreneurs. Non, mais c'est normal. Je veux dire, c'est pas quelque chose de négatif. Je pense que Pour moi, c'était plutôt moins de risque. Désolé de te couper, parce que je vois, Ouais, je vois vas-y, ce que tu veux vas-y, je dire. t'en prie. Pour moi, c'était moins de risque de le rejoindre lui parce que c'était un entrepreneur qui avait déjà monté sa boîte. Ok. Il avait déjà levé des fonds sur ce projet. Sauf qu'en fait, il y avait 2 tiers des fonds qui étaient déjà dépensés pour arriver à strictement rien en termes d'avancement. Donc Ok. moi, au début, ce qui m'a intéressé, donc très risqué quand même. ce qui m'a intéressé, c'était je rejoins quelqu'un qui est expérimenté, qui a déjà fait ça. Donc c'est quand même une prise de risque de créer sa boîte quand tu es très jeune, j'avais 22 ans. Et je rejoins quelqu'un qui a trentaine, qui est expérimenté, qui a déjà créé une boîte, qui a déjà eu des salariés, qui a déjà levé des fonds. Donc c'est rassurant. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, pas du tout, c'est pas ça. Et voilà, je lui ai dit, désolé, mais finalement, ça va pas le faire, quoi. Est-ce que, c'est ma deuxième question dedans, est-ce que tu as trouvé qu'en fait, il t'avait pas accordé beaucoup de valeur? Ce que je veux dire, c'est que tu rentres dans le projet. Non, tu as compris que tu étais important Non, à alors, ses yeux aussi. juste sur le capital, c'est vrai que je rejoignais la boîte avec 35%. Et déjà, il avait dû négocier avec ses investisseurs pour me faire une place. Donc, c'était pas une question de ça, quoi. Non, c'est pas une question du tout d'ego. Ok. Bon, raconte-nous un petit peu. Tu as parlé de la V1, donc l'assurance vie. Raconte un petit peu. Comment on crée un produit avec Generali? Pourquoi ça prend 1 an? 1 an et demi, t'as dit? Ouais, en tout, c'est 1 an et demi après. Comment ça se passe? Pourquoi vous le faites pas seul? Et après, je voulais reparler d'une chose, c'est le timing de création aussi et de la compétition. Mais raconte-moi un petit peu ça. Alors, il y a plusieurs choses, plusieurs étapes. La première étape, c'était déjà de commencer à construire une communauté, de récupérer des préinscriptions pour avoir de la traction et justement pour pouvoir convaincre un partenaire assureur de bosser avec nous. Parce que sinon, on sort d'école, coucou, je veux monter un produit, est-ce que vous voulez bosser avec moi? C'est un peu compliqué si on n'a pas d'argument. Bien sûr. En plus du positionnement. Donc, il y avait faire de la communication, essayer de créer une communauté. Il y avait le fait d'obtenir un agrément, 2 agréments en fait, qui nécessitaient pas mal d'heures de formation, que j'ai faiite. Contacter les assureurs. J'en ai contacté plusieurs sur LinkedIn, où j'ai cherché les responsables des partenariats et je leur ai envoyé des messages sans intro, sans rien du tout. Ils sont présents sur LinkedIn? Et ils sont présents, ouais, quand même. C'est leur métier, hein. C'est quand même, quand même des commerciaux. Hein. Oui, les responsables partenariats, c'est quand même, s'ils sont Ok. pas sur LinkedIn, c'est quand même un peu inquiétant, quoi. Et donc j'en ai contacté plein, par contre j'en ai peu qui m'ont répondu. Hein. C'est ça la question que j'avais posée. Ouais. Ils te prennent au sérieux ou Je sais pas? plus combien, mais j'en ai dû en contacter entre 5 et 10. Je dis pas sérieux en mode t'es jeune, je dis sérieux en mode tu veux ramener du green. Alors non, Ils sont intéressés à ça? Pour moi, c'était pas le problème parce que les assureurs, leur rôle, c'est d'assurer aussi le risque climatique et chaque année, la facture, elle double Ok. depuis donc, 10 ans. Donc là, je pense qu'ils ont commencé à comprendre le sujet. Ok, t'avais pas à les convaincre. Et les assureurs, contrairement à d'autres acteurs du secteur financier, sont plutôt des bons élèves, on va dire. Ok. Des moins mauvais élèves. C'est quoi? C'est les traders, les mauvais élèves, ceux qui font de l'invest en direct ou du secondaire? Globalement, on tape toujours sur les mêmes, mais c'est plutôt les banques, quoi. Ouais, ok. Les assureurs ont pris des mesures pour beaucoup et sont assez sérieux sur le sujet. Donc non, j'en ai contacté entre 5 et 10. J'ai dû en avoir 2 qui m'ont vraiment répondu. Ok. Et j'ai avancé avec 2, dont Generali. Et l'autre m'a dit désolé, t'es trop jeune, pas assez d'expérience. C'est ça le point bloc. Ok. Et à l'inverse, Generali a capté quoi comme valeur dans ce Generali, que tu leur proposais? alors déjà, la responsable des partenariats de Generali a tout de suite perçu la proposition de valeur. Elle est assez sensible sur le plan environnemental, donc elle a complètement cru au projet dès le début. Et en fait, ce qui les a beaucoup rassurés, c'est qu'à l'époque, j'avais déjà peut-être 1000 préinscriptions, quelque chose comme ça. Okay. Donc il y avait une vraie demande. Et dans les préinscriptions, je quantifiais aussi le montant d'intention d'investissement. Comment tu Et donc fais je ça? disais, tu leur demandais, ok. combien vous pensez investir. Ouais. Et j'avais pas un délit de faciès. Je faisais une somme et j'avais, je me suis un peu des chiffres, mais il y avait plusieurs millions, peut-être 5 à 10 millions d'intentions d'investissement. Donc je leur ai dit, écoutez, j'ai déjà ça. Alors certes, ils vont pas tous investir, mais sans budget, sans rien, sans produit. Il y a 1000 personnes qui veulent investir 10 millions d'euros. Il y a sûrement quelque chose à faire.
entre tout ça et le moment où ils te disent oui, Generali, ça prend combien de temps? Et ensuite, après le oui et la mise en prod, enfin, je pense que vous commencez la prod, mais la commercialisation, pardon, du premier outil financier, enfin, du premier actif. Alors, déjà, pour obtenir le oui, il y a eu bien peut-être 4 mois, quelque chose comme ça. Entre le premier call et puis le déjeuner où j'ai déjeuné avec la direction commerciale de Generali et pour qu'ils mettent leur tampon du go. Et même une fois qu'ils ont mis le tampon, en fait, entre le moment où ils mettent le tampon et où le projet démarre, il y a eu peut-être 6 mois encore. Ça crée pas de la frustration? Si, ça crée de la frustration, mais tu avances sur autre chose en vrai. Mais c'est vrai qu'au début, on a beaucoup attendu. Mais ils avaient un engorgement. Non, mais en vrai, il y avait un engorgement de gestion de projet chez eux et ils ont dit oui. Ça avançait, c'est juste que ça avançait très lentement et on a mis du temps vraiment à avoir les calls réguliers, etc. Nous, de toute façon, on avait besoin d'obtenir des agréments et de développer des choses de notre côté. On avançait sur autre chose. On levait un peu de fonds, c'était pas gravissime. Le truc qui nous a vraiment embêté, c'est qu'on était en période de Covid et où l'épargne s'accumulait énormément et où on pouvait rien en faire. Et en fait, nos concurrents acteurs digitaux cartonnaient à cette période-là, captaient énormément d'épargne parce que les acteurs traditionnels étaient fermés en fait à cause du confinement. Et nous, on n'en profitait pas. Donc, c'était la frustration qu'on avait à l'époque. On se disait, punaise, on a raté le premier confinement, on a raté le deuxième, on a raté le troisième, et boum, on va rater le quatrième. Et là, juste après le quatrième, boum, on sort. Inch'Allah, le Covid revient. Non, je rigole. Non, quand même pas. Quand même pas. C'est-à-dire, quand même pas. Mais ce serait bien qu'il y ait plus d'épargne, effectivement. Vous commencez à développer... Non, juste avant ça, je voulais savoir, est-ce que tu es capable de me dire, tu vois, quand on apply à des jobs, quand on fait du sales, il y en a qui te présentent une opportunité de bosser ensemble et il y en a qui quémandent, qui demandent, mais presque en mode faites-moi confiance, je vous le rendrai, blablabla. Ouais, il y a évidemment des nuances entre les deux. Qu'est-ce que c'était toi comme pitch et si je posais la question à Generali vis-à-vis de Generali Generali dirait quoi sur toi? Oh, c'était un petit, on a voulu lui faire confiance. Non, non, ils sélectionnent quand même leur partenariat parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent les voir pour lancer des projets et puis ils ont aussi des projets qui ratent avec des acteurs digitaux. Ils se sont dit c'était une putain d'opportunité. Ils se sont dit il y a une opportunité. Oui, ils m'ont clairement dit on trouve que tu as la tête bien faite, que tu piges vite, que tu as trouvé une belle opportunité, que tu exécutes bien jusqu'à présent. Donc let's go, quoi. Ils prennent le risque, effectivement. C'est pas un risque énorme parce qu'au final, si le projet marche pas, ils ont investi peut-être 150 000, 200 000 balles au début. Bon, c'est pas énorme c'est progressif avec le nombre de clients que tu as et la demande ensuite. Voilà, donc oui, en fait, ce qui leur coûte de l'argent au début, c'est le lancement du projet où ils n'ont pas de retour sur investissement avant un petit peu de temps, mais le risque n'était pas énorme, quoi. Et est-ce que pour toi, dans ta tête, tu leur proposais l'opportunité du siècle? L'opportunité du siècle, j'ai pas la prétention, mais en tout cas... ils sont contents d'avoir accepté le projet, quoi. Je sais pas si tu comprends un petit peu. J'essaie de voir les biais mentaux. Je sais qu'il y a des gens, parfois, quand ils croient peu en eux, je dis ça même à des gens qui apply. Moi, perso, j'ai jamais autant stressé quand j'étais en entretien pour des stages. Alors qu'aujourd'hui, je dois vendre à des gens et en fait, c'est totalement différent. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce truc de soit je te présente une opportunité, soit j'ai vraiment l'impression de quémander, quoi. Non, c'était plutôt je leur présente une opportunité. Non, c'était plutôt dans ce sens-là. Vous lancez ça au bout d'un an et quelques, tu me disais, donc après la création. Déjà, l'assurance vie, comment ça se passe? Combien de personnes sur les 1000 en pré-inscription vous rejoignent? Ouais. Voilà, c'est quoi les premiers chiffres? Et juste qu'on s'en rende compte, tu n'as pas balancé de chiffres, mais 3 ans plus tard, on est. Alors, donc, et on va parler de la compète. Sur les préinscriptions, je pense qu'au lancement, on devait avoir 2500 préinscrits. Ouais. On en a. C'est difficile à dire combien on convertit parce que c'est au fur et à mesure, en fait. Les premiers mois, on a fait à peu près entre 80 et 100 nouveaux clients par mois, je pense. Ouais, mais les 1000 prennent ou pas dès le départ? Ah non, il y a préinscription. Je pense qu'on a dû convertir en tout et pour tout peut-être un tiers. Ok. Et même pas en fait, plutôt 20% je pense. Donc on en a onboardé à peu près 100 par mois. Et donc sur les chiffres aujourd'hui on a 7600 clients, on gère 70 millions d'euros. Voilà. Alors, on revient là-dessus. Donc ça, c'est le premier produit, l'assurance vie. Tu peux nous faire les différents paliers, en fait? Donc, assurance vie, on a lancé en septembre 21. Donc, première assurance vie qui respecte l'accord de Paris, qui exclut les énergies fossiles et qui est transparente sur son impact, notamment sur la partie carbone, et qui
aussi permet de choisir ses thématiques d'investissement en fonction de ses valeurs. Ok. Donc on a lancé ça d'abord. Ensuite, on a lancé le deuxième produit 1 an et demi après, qui était Goodvest Kids, qui était la verticale mineure, donc qui permettait aux parents d'investir pour leurs enfants. Ok. Parce qu'on avait pas mal de demandes. C'est drôle, j'aurais tellement pensé que ce serait arrivé plus loin. Et toi aussi ou pas d'ailleurs, dans la roadmap? Ah bon, nous on voulait que ça arrive plus tôt. Ah ouais? Ah ok, Ouais. non, ok, donc On a t'étais eu déjà beaucoup- conscient. On a beaucoup galéré, c'est très compliqué de lancer un produit d'assurance Mhm. vie mineure, parce qu'en fait il faut que les deux parents signent, il y a pas mal de contraintes sur le parcours, etc. Donc ça, on a pas mal galéré et ça a pris plus de temps qu'on le voulait. Mais on est d'accord, bon, on l'a dit en off, on devrait commencer à investir à l'âge 0. Faut démarrer à la Ça. naissance, ouais. Ouais, Ça, c'est c'est ça. difficile, il faut que les parents le choisissent. Mais et surtout, faut pas le faire sur un livret, parce que le grand réflexe, ça va être d'ouvrir un livret d'épargne à ses enfants. C'est une énorme bêtise, parce qu'en fait, ils ont un horizon d'investissement qui est très 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 long. Ok. Ils vont pas toucher à ça avant 18 ans, voire 25, voire plus. Et en fait, on n'investit pas sur un placement qui est garanti en capital et qui est bien en dessous de l'inflation pour Bah, un horizon d'investissement qui est si long. Il faut y aller à fond en prenant quasiment que des actions pour avoir un meilleur rendement et ne pas subir l'effet de l'inflation. Et en plus, oui, tu perds en fait, vu qu'on a une Tu grosse perds inflation de et l'argent que en les fait. taux Tu sont perds pas moins de l'argent que si c'est sur un compte courant, mais tu perds de l'argent en pouvoir Mhm. d'achat, ouais. Donc Goodvest Kids, après, Donc, excuse-moi, tu m'as dit combien de temps après ça? 1 an et demi après le lancement de l'assurance vie. À ce moment-là, vous avez combien de clients avant Goodvest Kids, juste avant? Alors là, 2000, un peu moins de 2000 je pense. Bah attends, 2000 en un an et demi, ouais, ça fait plus de 100 par mois du coup. Au début c'était 100 par mois, Et après, après ça a augmenté. accéléré, ouais, c'est un peu T'as vu un accéléré. pic? Il y a un moment, d'accord. Alors il y a un peu de saisonnalité, il y a un peu de Which one? saisonnalité, Enfin, c'est fin d'année et tout le premier trimestre c'est toujours la meilleure période. Ah ouais? Parce qu'en fait, Bonne début résolution. d'année, c'est bonne résolution, bonus qui tombe, les gens sont chez eux, c'est l'hiver, donc ils dépensent pas, ils partent pas en vacances. Donc tout ça fait que c'est une bonne C'est période. intéressant ça. Ok, d'accord. Et voilà. Et au contraire, le deuxième et le troisième trimestre sont un peu moins bons. Ouais. Mais ça dépend aussi de beaucoup de choses. Ça dépend du contexte économique. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, on a fait des très mauvais mois pendant 1 ou 2 mois. How come? Parce qu'en fait, les gens avaient peur qu'il y ait une guerre atomique qui éclate en Donc, Europe. incertitude, ok. Donc ils voulaient pas investir. On leur dit bon les gars, s'il y a une guerre atomique qui éclate en Europe, vous avez d'autres soucis c'est clair. que votre Que épargne. votre argent. Mais bon, c'est vrai qu'on avait beaucoup le point quand même. Il y a un certain nombre de clients qui ont eu peur là-dessus. On a dit bon bah écoutez, très bien, allez-y doucement, mettez une petite somme et puis investissez régulièrement, ce qu'on conseille à faire de toute façon en général. Mais donc voilà, on a lancé au bout d'1 an et demi Goodvest Kids. On a appris de Combien lancement- de tes anciens clients ont pris Goodvest Kids aussi pour leurs enfants? Alors, Goodvest Kids, ça a plutôt bien marché. Hein. Ah ouais? On a des bons taux de cross-sell. On a assez rapidement atteint 5 puis 8% de cross-sell. Depuis l'assurance vie vers Ouais. Est-ce qu'il y a l'inverse? Est-ce qu'il y a des gens qui sont rentrés en mode produit Kids, ouais, d'appel? il y a du cross-sell dans tous les sens. Alors, le gros produit, quand même, le gros chemin de cross-sell, c'est assurance vie majeure. Et après, j'en ouvre pour mes enfants. Et là, on va venir, mais on a ouvert un plan d'épargne retraite également. Et là, il y a beaucoup aussi de cross-sell. Cross-sell qui veut dire t'achètes un produit Et t'en prends un dans deuxième une après. marque. Voilà. Euh, Tout le monde n'est pas. exactement. Après, on va parler CAC, LTV. On va vous expliquer. Vous inquiétez. Donc voilà, en fait, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a l'upsell. Mhm. Où en fait, le client a une assurance vie, il va faire un versement dessus et donc il va augmenter l'encours de son assurance vie. Ok. Et le cross-sell où il va prendre un produit qui est différent et donc il va ouvrir effectivement un contrat à Goodvest Kids ou bien un plan d'épargne retraite Mais qui va augmenter l'encours sous gestion chez vous. et qui va aussi augmenter l'encours sous gestion, effectivement. Donc, troisième milestone. Et donc, troisième produit, là on a appris un peu de nos erreurs sur Goodvest Kids et on a lancé le plan d'épargne de retraite beaucoup plus rapidement. Ok. Surtout qu'il y avait une grosse pression pour le plan d'épargne retraite, c'est que la collecte, elle se fait, 60% de la collecte se fait sur le dernier trimestre de l'année pour bénéficier de l'avantage fiscal. Et là, vous êtes à quel moment? Et donc là, on l'a lancé en septembre. Ouais, parfait. Donc on l'a lancé 8 mois après Goodvest Kids. On l'a lancé très rapidement. Et donc dans les temps pour la fin d'année. Et là, c'est pareil, ça a très bien fonctionné. Et là, aujourd'hui, on l'a lancé il y a 8 mois à peu près. Mhm. Et on est à plus de 12%. Aujourd'hui, on a passé les 12% de cross-sell. Donc on a 12% de nos clients qui ont plusieurs contrats. Certains en ont même 3, 4. On a des clients qui ont jusqu'à 6 contrats. 6 contrats, mais sur 3 produits différents. Donc, Voilà. c'est des Ils vont avoir doublés, 4 des Goodvest doublons. Kids, Ouais, une ok. assurance vie et un PER en fait. 4 enfants. Voilà. T'as quoi C'est des comme familles produit? nombreuses. J'allais dire, est-ce que t'es premier client? Mais enfin, j'espère que t'es client de ta solution.
Ah, moi, je suis client de ma solution, bien sûr. Moi, j'ai Ok. 2 produits, j'ai pas d'enfant. Donc, Bah, j'allais le dire, mais j'ai pas spoilé. Ok. donc j'ai pas de Tu Goodvest m'enlèves Kids. mes blagues, là. J'ai une assurance vie et j'ai un PER. Ok. T'as gagné combien depuis que t'as mis de l'argent chez ou en pourcentage, tu pourrais nous dire? Ouais, alors sur mon plan d'épargne retraite, j'ai pas mal gagné en pourcentage. Ça dépend aussi pas mal du moment où tu l'ouvres Bien sûr. et de l'évolution des marchés. Donc le plan d'épargne retraite, je l'ai ouvert en septembre et depuis, ça performe très bien. Donc là, je sais pas à combien je suis exactement, mais je dois être à peut-être 6% de performance, 6% de performance positive depuis septembre. Ok. Et sur l'assurance vie, je suis légèrement positif. Parce que je l'ai ouvert à un moment où les marchés étaient très élevés et j'ai pas lissé correctement mon investissement comme on devrait le faire, mais moi j'ai choisi de tout mettre d'un coup. Quand on dit lycée, donc c'est voulais- mettre petit par C'est petit, ça. etc. En fait, nous, ce qu'on recommande à nos clients, et 2022 était une année très difficile hein, sur les marchés, c'est la pire année depuis 30 ans sur le marché des actions Ah ouais. et des obligations. Donc, on n'a pas eu beaucoup de chance sur Ok. on a lancé fin 2021, donc on s'est pris 2022, une année compliquée. Heureusement, 2023 était bien meilleur. On a fait des performances entre plus 6% et plus 13% selon le profil de risque en 2023. Et pour l'instant, 2024, ça se passe plutôt bien. Ok. Mais donc voilà. Je veux parler de la compète, mais il y a une question que je vais te poser. Je suis en train de l'oublier. Pourquoi tout le monde s'est lancé en même temps? C'était peut-être ça ta question, non? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas entendu. C'était pourquoi tout le monde s'est lancé en même temps? C'était Non, ça ta- non, celle-là, elle va arriver. Elle va arriver, ne t'inquiète pas. Juste, donc, tu nous as dit 70 millions d'encore sous gestion. Je crois que tu nous as dit 7600 clients. 7600 clients. Des clients de 300 à plusieurs millions d'euros. Ok. On a vraiment Donc, couvert 300 tout le euros. retail, ouais. C'est 300 euros le C'est le minimum, chez minimum, vous. c'est ça. Ok. Combien de temps il reste sur la plateforme? Ah, alors longtemps, hein, c'est des produits long terme. D'ailleurs, Bah on dit ouais. à nos clients de ne pas venir chez nous pour moins de 3 ans. Ok. C'est d'ailleurs marqué sur le site. Si vous faites une simulation et que vous mettez que vous voulez rester 1 ou 2 ans, on ne va même pas vous le proposer. En fait, c'est minimum plus de 2 ans. Ok. On ne propose pas de produits d'épargne garantie. Donc, Donc, alors, il y a les personne qui est dépôts parti sont- en théorie pour le les moment. dépôts sont garantis. Donc, alors, si, il y a des gens qui sont partis, mais très peu. Très peu, ok. On a, en tout, on a ouvert 7800 contrats. Ok. Et là, on a 7600 contrats actifs. Donc, on a 200 contrats qui ont été fermés sur quasiment 8000 Ouais. depuis le début en 3 ans, en Donc, 2 ans et demi. Plutôt pas mal. Donc, ouais. J'ai retrouvé. En fait, c'est pas une question, mais je sais pas ce que t'en penses. T'as parlé de lisser ton invest. Ouais. Tu sais dans quoi j'entends ça, moi? Dans le Bitcoin. Et en fait, vu qu'on parle du faut Bitcoin faire sur surtout, les en vrai. réseaux. Non, mais bien sûr, surtout. Ouais. Mais Surtout, tu peux, sur toutes les choses sur lesquelles tu peux le faire, à moins qu'il y ait une opportunité vraiment et bah voilà, s'il y a un crash, là, faut peut-être pas rentrer en plusieurs fois, mais surtout pour les personnes qui sont assez averses au risque, faut mieux rentrer progressivement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut démarrer le plus tôt possible. Une des meilleures, j'entends très souvent d'ailleurs tu le disais avant le podcast, il faut que j'investisse en matériel plutôt qu'investir. En fait, non, faut mieux Si. démarrer. Non, faut mieux démarrer avec 300 euros et investir 50 euros par mois qu'attendre d'avoir 3, 4 000, 5 000 euros avant d'investir. En fait, plus tôt, c'est le mieux. Et je me tue à le dire à pas mal de mes amis aussi. venez chez Goodvest, quoi. C'est forcément, mais j'aurais dit même ailleurs. Tu vois, je vais pas vous biaiser, mais investissez, faites le taux. Surtout si vous le faites attention avec qui vous le faites. N'allez surtout pas voir votre agence classique avec des frais d'entrée, etc. C'est une grosse bêtise. Allez voir un acteur digital avec des frais qui sont compétitifs parce que sur le long terme, ça peut vous coûter très 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 cher, plus cher qu'une voiture. Sur une vie, ça peut vous coûter le prix d'un appart. Donc c'est un peu dommage de payer des frais exorbitants. J'ai le droit de faire mon disclaimer et montrer mon casque qui se barre en couille, donc j'ai le droit d'investir. Non mais t'inquiète, je vais investir, mais avant ça, il faut quand même que j'upgrade mon matos. T'en as parlé, on n'en a pas parlé. Comment vous faites des thunes? Et d'ailleurs, je peux le spoil. Bah non, je vais te le dire. Ça fera un beau Reels. Comment vous rémunérez-vous, cher Joseph? Alors, chez Goodvest, on est très transparent là-dessus. On prend une commission sur le montant sous gestion, comme tout le monde sur le marché. À la différence près que, comme certains acteurs sur Internet, on est très transparent et on indique tous les frais, y compris les frais indirects des fonds, ce que tout le monde ne fait pas, même sur Internet. Donc, nous, on se rémunère avec une commission de montant sous gestion qui est de 0,9% du montant sous gestion. C'est cher ou pas? C'est pas cher, non. C'est pas cher? C'est pas cher. Pourquoi c'est pas cher? Pourquoi tu veux pas faire 1.1 et dire que... est-ce qu'il n'y a pas un côté branding dedans? Alors non, même pas en fait, parce que ça Ok. c'est notre rémunération à nous, mais il y a aussi la rémunération de l'assureur et les frais des fonds. Donc combien ça coûte d'investir chez Goodvest? Je vais reformuler la question là-dessus. Ça coûte entre 1,5 et 1,9% du montant sous gestion, tout compris.
Et toi, tu prends 0,9. Et nous, là-dessus, on prend 0,9 effectivement. Ok. La moyenne du marché, et ça, c'est pas souvent les frais qui sont affichés, parce que généralement, les personnes qui sont très chères n'affichent pas tous leurs frais. Ça va être du 3, 3,5, ça peut monter jusqu'à 4%. Pourquoi pas l'augmenter un petit peu? Tu as dû en discuter aussi avec tes Il assureurs. faut qu'on soit compétitif. En fait, Ok. aujourd'hui, la plupart des acteurs, heureusement, sont transparents sur la partie tarification. La plupart, effectivement. Des acteurs, pas dire tous. des acteurs digitaux, Ouais. la plupart sont transparents et il faut qu'on soit compétitif, tout simplement. Ok. Il n'y a pas de raison. On peut être légèrement plus cher, 0,1% que certains acteurs digitaux, mais il ne faut pas être 1% plus cher, sinon on se tire une balle dans le pied sur le long terme. Peut-être qu'au début, Ok. ça va marcher, mais Non, mais donc c'est un truc. C'est-à-dire les digitaux sont plutôt entre du 1,5-2, alors que les acteurs historiques sont du non, 3, tu as des 4, acteurs quoi. digitaux qui peuvent monter à 3,5, 4, hein, mais Ah ouais, sans c'est le rare. dire. Mais il y en a, ouais. Ok, bon, Donc, vas-y, parlons de. en fait, ce qui est parlons important, de la compète. c'est de regarder aussi les frais des fonds, les frais Ok. indirects. Très souvent, les acteurs communiquent sur les frais de gestion, les frais du contrat. Les frais de gestion du mandat, Mhm. donc de la gestion pilotée. En fait, il faut regarder aussi les frais indirects, qui sont les frais des fonds. Il faut toujours demander, ça c'est la règle, vous n'avez pas le droit d'ouvrir une assurance vie ou un PER sans demander l'annexe financière avec les frais des fonds. Et ces frais des fonds, en fait, ils peuvent aller de 0,2% pour les fonds les moins chers, les ETF, à 2-2,5% pour des fonds bien chargés avec des rétrocessions à droite à gauche. Ouais, parce que tu fais de la etc. gestion active en gros. Alors, non, la gestion L'ETF, active, c'est pas du passif non oui, mais la gestion active, elle peut être chargée sur des parts institutionnelles ou sans rétrocession. Et nous, c'est ce qu'on fait. On a à la fois des ETF et des fonds en gestion active sans rétrocession. Ce qui se passe en fait avec les parts rétrocession, c'est que c'est le même fonds, mais qui va être plus cher, 2 fois plus cher. Donc au lieu d'être à 1%, il va être à 2%. Et sur ces 2%, il y a la moitié des 2%, donc 1%, qui est reversé au distributeur. Ok. Et donc, ça va gonfler les C'est fonds. toi le distributeur? C'est Ok. moi le distributeur. Ce que nous, on a choisi, c'est pas parts l'être. institutionnelles à 1%. Et donc, Ok. en fait, si vous allez chez Goodvest, vous pouvez aller chez un concurrent où vous allez avoir le même fonds qui va être 2 fois plus cher. Ok. Donc, c'est important de regarder les frais des fonds. C'est super important parce que c'est ce qui coûte le plus cher. C'est qui tes concurrents? Alors, on va avoir principalement des acteurs de l'épargne en ligne. Donc, des robo-advisors, des courtiers en ligne. Ok. Voilà, il y en a un certain nombre. Aujourd'hui, on est le seul spécialiste de l'investissement responsable sur le retail. On fait que Ok. ça. Il va y avoir aussi, on en parlait avant aussi, des néobanques vertes. Je les vois plutôt comme des acteurs complémentaires. D'ailleurs, on travaille, on a un partenariat, on est très content d'avoir avec Helios. Une Montez des... combien de temps avant vous? Une néobanque Et, verte. Ouais. Helios a été lancé juste avant nous. Ouais, tout c'est le monde s'est lancé en 2-3 même mois. C'est Ouais. ça hein. Ok. Tout le monde. Nous, plus 3 néobanques vertes Ouais. se sont lancées à peu près en même temps, Covid en fait, pendant le Covid. T'es le meilleur? On fait des métiers différents. Là, je parle des néobanques vertes. Alors, c'est intéressant. Quand on s'est parlé au téléphone, je t'ai dit bon, va falloir qu'on en parle. Vous êtes tous lancés en même temps. Et en fait, tu m'as dit mais c'est drôle. Enfin, oui. Donc, on va parler du timing. Mais en fait, vous n'êtes pas compétiteur direct, vous êtes complémentaire. Donc, toi, tes compétiteurs, toi, tu l'as dit, hein, c'est des agents qui te permettent de placer en ligne et Voilà, d'investir. et même en fait pas en ligne d'ailleurs, parce que la majorité de l'épargne aujourd'hui, le stock, moins pour la collecte, mais le Mhm. stock il est dans les banques, etc. C'est de l'épargne qui est déjà placée en fait. Ok. Et donc l'enjeu, ça va être de réussir à la déplacer cette épargne. Mais effectivement, c'est pas, il y a 66 millions de Français, il y a 6 000 milliards d'euros d'épargne. Mhm. Si tu regardes les néobanques, pas uniquement les néobanques vertes d'ailleurs, hein, si tu regardes aussi les autres néobanques, c'est un sixième des Français qui sont en néobanque. Donc c'est des concurrents. Mais alors si tu regardes en plus les néobanques vertes, c'est des Un acteurs. sixième. Ouais, c'est des C'est beaucoup en vrai, moi je trouve, non? 17% ou 16% de. Oui, je pense que tu as à peu près la plus grosse banque en ligne, elle a 6 millions de clients. Ensuite, les suivantes, elles ont entre 1 et 3 millions de clients. C'est peut-être un peu plus même. Hein. C'est peut-être, tu dois avoir à peu près 15 millions de clients qui sont... Ok. Ouais, donc Ouais, presque un quart. Quoi. C'est pas énorme. C'est pas énorme, mais si tu regardes les néobanques vertes, c'est des acteurs qui sont très récents, donc qui ont encore peu de clients. C'est pas pour nous, c'est pas des concurrents, ça va plutôt stimuler le marché et faire parler de la finance verte, donc c'est plutôt une bonne chose. Mhm. Après voilà, chacun a sa manière de communiquer sur le sujet et chacun est transparent, etc. Mais de manière différente.
mais on considère que c'est pas nos concurrents. Et d'ailleurs, on est partenaire de Helios, et c'est une collaboration qui va vraiment dans le bon sens, à la fois pour Helios et pour Goodvest. Helios permet de payer et de gérer. Vous permettez D'investir. D'investir. Ouais, Ok. on permet d'investir. Helios propose des comptes courants, comptes communs, Mhm. aussi pour les freelances bientôt. Ils ont également développé un programme de cashback qui s'appelle Consomme Acteur. Et donc, Oh, le jeu de mots. c'est pas mal, qui permet de en fait avoir du cashback sur les dépenses éco-responsables que vous faites chez un certain nombre de partenaires Helios. Donc il propose ça. Il propose effectivement l'investissement via un partenariat avec Goodvest, et donc on est directement intégré dans leur application. Ok. Donc c'est sans friction pour le client. Et ça permet à Helios d'avoir la meilleure méthodologie du marché dans leur application grâce au partenariat. Mhm. Et ils vont continuer à développer d'autres produits pour développer la partie banque, quoi. Ce serait possible qu'on voit une carte, et même si elle est virtuelle, un jour chez Goodvest, et que du coup vous vous lanciez dans un produit similaire à celui de Helios. A priori non, parce que c'est pas le choix qu'on a fait. On pense que Ou vous rachèterez Helios, quoi. la blague. Ou ils nous rachèteront, ou on fusionnera avec Helios, ou ni l'un ni l'autre, et puis on continuera à être partenaire sur le long terme. Mais c'est des métiers qui sont assez différents. Ok. Je pense que l'enjeu principal pour les néobanques, c'est de devenir des banques, d'obtenir les agréments, et ça demande beaucoup Ce d'énergie. n'est pas votre enjeu. Et c'est pas notre enjeu. Nous, notre enjeu, c'est de devenir spécialiste de l'investissement. Je nous vois plus devenir société de gestion, élargir l'offre de produits d'investissement pour qu'on soit l'acteur de référence, la plateforme d'investissement responsable de référence en France et peut-être en Europe, plutôt que se diversifier et risquer de se perdre. Parce qu'en fait, si on fait les cartes, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas les prêts? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas du paiement? Enfin, plein de choses différentes. C'est pas notre métier. Il nous reste 10 minutes, mec. J'ai un dernier gros sujet que je vais aborder, et après on passe aux petites questions du tac au tac. C'est le moment où je ressors tes petites quotes lors de notre call de prépa. Première quote, la néobanque, ça paie peu. Deuxième quote, on a 2 fois moins de clients, mais ils rapportent 3 fois plus. Troisième quote, on n'a pas de carte, on ne reverse aucun frais aux banques ou aux assureurs. Bon, on n'a pas un peu parlé du dernier point. Pour revenir sur les 2 premiers points, et d'ailleurs, c'est le moment où je voulais parler de CAC, donc coût d'acquisition du client, et LTV, Lifetime Value. Je reprends un peu cette phrase. Bon, déjà, la néobanque paye peu, j'aimerais bien que tu m'expliques. Et surtout, Alors ça dépend ce qu'on fait avec la néobanque. Ok. Si on s'en tient à de la carte, effectivement, ça paye peu, et il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de néobanques gratuites. Parce qu'ils se Donc, rémunèrent sur le montant dépensé avec, je sais plus comment on appelle en ça. fait, il y a 2 choses. Il y a l'abonnement mensuel qu'il va y avoir. Et effectivement, Donc ça, tu as des frais qui sont liés aux dépenses. L'abonnement en soi, effectivement, il sert à rémunérer l'infrastructure bancaire, le partenaire de carte et un petit peu la néobanque. Et le vrai enjeu pour la néobanque, et c'est d'ailleurs le chemin qu'a fait Helios, c'est de réussir à faire à fond du cross-sell. Parce que s'il reste sur des abonnements à 6 €, le client il est peu rentable. Il peut l'être, mais il faut vraiment beaucoup de volume. Alors que si par contre, il leur propose plus tard des prêts, mais déjà un programme de cashback, où ils peuvent éventuellement toucher une rémunération aussi, le cashback, pas forcément être que pour le client. Ils peuvent aussi proposer de l'investissement avec le partenariat qu'ils ont avec Goodvest. Là, le client, il devient rentable et là, ça paye. Mais si on reste que sur effectivement que des cartes, bah voilà, ça paye pas, effectivement. Il faut faire autre chose en plus. Diversifier tes sources de revenus via les produits que tu proposes. Est-ce que le coût d'acquisition d'un client est élevé dans votre écosystème, sachant que tu as dit qu'il y avait beaucoup de concurrence, et ensuite, si tu peux juste nous le comparer à ce qu'on appelle la lifetime value, c'est-à-dire combien de temps ton client va rester chez toi. Bref, le but, c'est que le client, tu le lock et qu'il parte jamais. C'est le but. Le client, le le but, c'est qu'effectivement, le client, on l'accompagne pendant toute sa vie, en fait. Ouais. C'est pour ça qu'on cherche d'avoir un super service client et qu'on est noté 4,9 sur Trustpilot et sur Google Avis. Et ça, on n'en est pas peu fiers. Et ça, on n'en est pas peu fiers et on est quasiment les seuls. Enfin, dites-moi si vous trouvez une plateforme d'investissement qui est notée 4,9 sur Trustpilot et sur Google Avis avec beaucoup d'avis. Donc on en est très content. Et les vrais avis, de toute façon, sur Trustpilot, ils les vérifient les avis. Donc, c'est Google et même Google Avis, je pense maintenant ils ont des algorithmes. Si tu mets
tu peux peut-être réussir à faire un ou deux faux avis, mais si tu veux en faire en quantité, ça marche pas. Google, ils sont quand même maintenant un peu dans l'IA, ça commence Apparemment. ça commence à fonctionner. Donc, Donc, coût d'acquisition du client assez donc élevé. le coût d'acquisition sur le marché, il est élevé, un peu moins chez les acteurs digitaux. Mais effectivement, je parlais avec des personnes haut placées dans le secteur de l'épargne, et le coût d'acquisition en banque privée, ça peut être 2, 3, 4 000 euros par client. Sur le secteur Internet, quand on échange avec les différents acteurs, ça va plutôt être entre vraiment 100, 150 pour les meilleurs, et ça peut monter jusqu'à 300, 400, 500 euros, voire plus. Putain, il faut que tu dépenses de l'argent pour le rentabiliser. Il faut dépenser de l'argent, ou alors il faut avoir un positionnement qui est bien précis, s'adresser à une niche, tu vois, plus ou moins grande, mais c'est ce qu'on fait, parce qu'on a un positionnement qui est bien précis. On a des partenariats, comme celui qu'on a avec Helios, et ça permet d'avoir, on fait du revenu sharing, on partage le revenu avec Helios, mais on n'a pas de coût d'acquisition pour les clients qui ouvrent des contrats via Helios. Donc, il y a du vice-versa. On fait pareil sur les constitutions de patrimoine et sur les family office d'ailleurs. Okay. Il y a du vice-versa, on envoie aussi... ouais, c'est ça la question. Alors nous, c'est différent, c'est pas vraiment une intégration, mais quand on a des clients qui nous demandent, effectivement, je cherche aussi un compte vert, voilà, on a un partenariat avec Helios là-dessus. Okay. Combien de temps tu vas prendre pour qu'un client soit remboursé par rapport au coût d'acquisition? Je sais que c'est hyper compliqué de dire, ça dépend combien il va dépenser, parce qu'on n'en a pas parlé. Plein de choses. Mais vous avez donc le SaaS, toujours, payer un montant, comment on appelle ça? Alors, un montant fixe, quoi, plus le... Ouais, dis-moi. Nous, on touche pas d'abonnement. On touche pas de frais fixes, on touche une commission qui est régulière, donc c'est du revenu complètement récurrent. Ah ok, non, il n'y a pas du tout d'ARR de fonds. Si, c'est de l'ARR, parce qu'en fait, c'est régulier. Donc, mais il n'y a pas d'abonnement, tu ne payes pas 6 euros par mois, ça va dépendre du montant que tu investis. Tu peux payer moins. Non, mais donc ça revient au même montant que je t'ai dit, en fait. C'est moi qui me suis emmêlé les pinceaux. Ma question n'a pas de sens, du coup, parce que tu peux dépenser 200 ou 300 euros. Ça va dépendre le temps de remboursement, il va dépendre du produit qui est choisi, du montant qui est investi. Et d'ailleurs du canal d'acquisition aussi, parce qu'effectivement un client qui vient d'un cabinet de gestion de patrimoine, d'un family office, d'un partenariat comme Helios, on est en revenu sharing, zéro jour de payback, parce qu'il n'y a pas de coût d'acquisition, on partage le revenu. Et en plus il est convaincu déjà, j'ai l'impression. Forcément, pour Helios, effectivement, vu que c'est une banque verte, il y a forcément il se retrouve dans ce qu'on propose. Pour des clients qui viennent en direct, ça va dépendre aussi de s'ils viennent du bouche à oreille ou s'ils viennent de campagnes de publicité. Donc là, le payback il varie, mais en moyenne, on rembourse le client un peu plus d'un an. Et ça va dépendre beaucoup du produit. Le plan d'épargne retraite, c'est des produits où le coût d'acquisition sont plus élevés, mais le client il est beaucoup plus sticky, il reste jusqu'à sa retraite dans beaucoup de cas. Et donc là, tu as des lifetime value qui sont super élevés. Et donc, tu peux te permettre de prendre du temps pour rembourser l'acquisition d'un client parce qu'il va rester très longtemps, quoi. Et c'est pour ça que vous êtes sur du long terme. Je regarde mes notes et c'est vrai qu'il y a quand même quelques sujets qu'on n'a pas abordés. Je le spoil quand même, mais ça, c'est juste une reco. Tu me l'as dit en amont. Tu me dis que vous faites toujours 2 scénarios lorsque vous faites votre valo et votre business plan. Tu te souviens tu me disais une avec des dépenses marketing focus sur la rentabilité, avec aucune, dépenses marketing, et l'autre pour aller scale. Il est littéralement, il est 55. Je ne peux pas m'éparpiller. On peut déborder un peu. Un tout 5 minutes. Voilà, alors, donc je t'explique, je te réponds en 30 secondes là-dessus. Ouais, en fait, non, c'est que je mesure sur mon budget, sur mon BP, la rentabilité globale, au sens, résultat net positif, et la rentabilité hors coût d'acquisition marketing, donc publicité. Si demain on coupe en gros les robinets. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être le plus rapidement rentable sur tous les coûts hors acquisition marketing, parce qu'effectivement, si demain je ne veux pas me refinancer et que j'ai pas envie de faire une levée de fonds, je peux devenir rentable du jour au lendemain, même si je vais renoncer à une partie de la croissance. Alors qu'au contraire, si ma machine d'acquisition elle fonctionne bien, j'ai intérêt à dépenser beaucoup en marketing et à accumuler beaucoup de nouveaux clients, même si je suis pas rentable sur le court terme, parce que je fais beaucoup d'acquisition marketing, mais vu que le modèle est rentable, du jour au lendemain, je décide de couper ce coût-là ou de le diminuer, puis boum, je passe à un résultat qui est très positif. Et ce que je trouvais cool, en fait, c'est toi, tu me l'as dit d'une manière différente, mais si demain il y a
je vais arrêter d'être grossier. J'ai remarqué que t'es pas du tout grossier comme moi. Ou pas en podcast. S'il y a un problème, disons, en Oui. gros, demain, tu coupes tous les coûts et tu peux couvrir tes frais fixes qui sont tes teams et tes frais et tes engagements bref, mensuels. Et je trouve ça très intéressant, justement, d'anticiper un potentiel Covid demain ou d'autres choses. Bon, même si je crois que ça vous aiderait. Je voulais te poser cette question. Du coup, les coûts d'acquisition marketing sont plutôt positifs par rapport à la LTV et c'est pour ça que vous avez levé 10 millions. Effectivement, on a une stratégie d'acquisition marketing qui fonctionne bien. On a des coûts d'acquisition qui sont bas par rapport à l'industrie et on a surtout des clients qui sont très convaincus. Il y a très très peu de churn, qui investissent beaucoup, régulièrement, parce qu'ils croient à la proposition de valeur. Okay. Et donc, on a une clientèle qui est vraiment très qualitative. Vu qu'on a un coût d'acquisition qui est bas et en face, on a des clients qui sont très intéressants, l'équation, elle fonctionne, quoi. Ils sont aguerris ou pas forcément ils ont une plutôt, culture, on a un quand même minimum financière. deux tiers de nos clients, c'est des CSP+. Okay. Donc, en tout cas, la plupart des clients, on les base. Il y a des climato-sceptiques. Et non, pas trop de climato-sceptiques. A priori, ils viennent pas chez nous. Pas de complotistes dans la bande. Est-ce que l'argent, c'est le nerf de la guerre qui plus est dans votre écosystème ? Est-ce que sans argent, tu meurs ? Sans argent, tu meurs, ouais, c'est sûr. En tant que boîte. En tant que boîte, oui, il faut payer les salaires, donc il faut du revenu et puis il faut lever des fonds parce qu'effectivement, on est dans un modèle où les clients sont là pour longtemps et ils ramènent pas d'argent au début. En fait, pas immédiatement. Ça veut dire que si j'étais une agence immobilière, je vends un appartement, je prends ma commission. Et là, c'est bon, j'ai rentabilisé tout de suite, Okay. ça fonctionne. Toi, et donc là, j'ai pas besoin de lever des fonds. Et là, nous le modèle, il est très différent que ce modèle que tu peux avoir dans l'immobilier, mais qui est bien, mais qui a des inconvénients. Parce que quand le marché de l'immobilier se crache, on a vu qu'effectivement, il y a des mastéos, des acteurs qui ont dû mettre la clé sous la porte ou se faire reprendre. Notre modèle va faire moins de chiffre d'affaires, va mettre beaucoup plus de temps pour faire beaucoup de chiffre d'affaires. Mais par contre, c'est un modèle qui est vraiment récurrent. C'est vraiment de la vraie récurrence et c'est même de la récurrence exponentielle parce qu'effectivement, c'est du les quali épargnants, plus que du quanti. Ouais. Les épargnants qui abondent augmente. leur contrat. Donc, c'est un modèle qui est super vertueux, mais qui va prendre forcément plus de temps à démarrer qu'un modèle où la rémunération, elle est en upfront. Nous, c'est du récurrent, du vrai récurrent. Il y aura d'autres levées, juste pour comprendre, pour atteindre les prochains milestones et tes ambitions. Potentiellement, probablement. Après, on n'est pas très très loin du seuil de rentabilité et on s'en rapproche de manière très claire parce qu'on dépense pas plus d'argent, mais on fait plus de revenus. Donc forcément, les courbes, elles vont se croiser. Est-ce qu'on va faire une levée de fonds avant qu'elles se croisent ? C'est possible si on veut accélérer. Ça va dépendre de plein de choses, de comment est-ce qu'on se développe, de la situation de marché, des conditions qu'on peut avoir. Mais c'est possible et en tout cas, on a aujourd'hui quand même pas mal d'argent sur les comptes et donc on a de quoi voir venir. On n'a pas besoin de lever des fonds tout de suite. Est-ce que vous n'avez pas pété un câble récemment avec votre OP C'est sur quel bâtiment Le Poisson d'Avril. Ah, mais c'était un Poisson d'Avril, putain, je suis con. Non. Je me suis dit, ça doit j'ai valoir demandé parce que j'ai des amis qui bossent à l'opéra et ils sont passés, ils t'ont dit bah non. Non, je leur ai demandé parce qu'ils ont tout de suite capté que c'était un Poisson d'Avril, forcément. Et j'ai demandé combien ça coûte. Et ça coûte des centaines de milliers d'euros par semaine. Donc, ok, d'accord. c'est pas possible. Un coût d'acquisition un peu trop élevé. Bon, voilà. Okay. Je suis tombé dans le à panneau. part être une marque de luxe, d'ailleurs, il n'y a que des marques de luxe qui se positionnent dessus. Donc, c'est pas faisable. Pour le moment. Même, je pense que c'est pas rentable. Il y a d'autres choses à faire. Je vois ce que tu veux dire. On passe sur les dernières questions. Bon, déjà, c'est une mini question du tac au tac et je pense que je terminerai par une dernière. T'es prêt ? Tac au tac. Vas-y. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureux au quotidien ? Ça dépend de la saison. Ça va être de décembre à mars, entre 7 à 10, je pense. Ça varie entre 7 à 10. Okay. Effectivement, moi, je dépends quand même pas mal du soleil. Ça donne vraiment de l'énergie et tout. Donc, l'hiver, c'est un Liban, peu... là, parce que là, on l'hiver, y est pas. c'est un peu plus... en Liban, il y a d'autres problèmes. Ouais, il semblerait. D'ailleurs, j'espère que ta famille va bien. Tout le monde va bien, mais c'est vrai que c'est compliqué la situation au Moyen-Orient en ce moment. Non, globalement, plutôt heureux, pas à plaindre. Est-ce que tu es riche sur une échelle de 1 à 10 ? À quel point tu es riche, pardon ? Tac. C'est une question de définition. Parce que la richesse, c'est subjectif. C'est clairement variable. par rapport à Bill Gates ou des entrepreneurs qui ont vendu leur boîte, je suis très très pauvre.
Par rapport à la moyenne dans le monde, je suis très très riche, comme la plupart des Français. Donc je dirais 7. Ok, sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job t'apporte du sens au quotidien? Là, un bon 8,5, 9. Ok, sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job est difficile et requiert des efforts au quotidien? C'est pareil, 8,5, 9. 8,5, 9. Dernière question là-dessus. Si t'étais pas à la tête de Goodvest, et je vais aller plus loin, si tu n'étais pas entrepreneur, Oula. qu'est-ce que tu serais ou qu'est-ce que tu ferais? Ça, c'est une question qui se prépare. Qu'est-ce que je serais? Qu'est-ce que je ferais? Je ferais peut-être. J'aime bien le. Oula. Ça, j'aime bien. Ça, c'est une question qui se prépare. En fait, il est juste en train de m'engueuler de manière subliminale parce que je lui ai pas demandé avant. Pas du tout. Non, je ferais. Je sais pas, hein, mais je bosserais. Peut-être que je serais. Si c'est pas un métier, c'est, tu vois, un univers Ouais, dans lequel tu travaillerais. je sais pas. Ça change tout le temps, ça. Ouais. Ça dépend de la saison aussi. Bah, mais l'hôtellerie, je pense que j'aimerais Caire, non le secteur. Non, j'aime bien le cinéma. Ok. L'industrie du cinéma, ça m'intéresse. J'aime bien les grands espaces et la nature. Peut-être guide de haute montagne, tu vois, mais peut-être pas toute l'année parce que je pense que je m'en lasserais. Même si c'est super sympa comme cadre de vie et que là, je pense qu'il n'y a pas de stress, etc. Et ça change beaucoup de mon métier. Mais peut-être que j'aurais besoin du stress et de la stimulation. Mais j'allais dire, c'est de l'aventure en fait que tu es en train de dire. Je pense que l'aventure, ouais, qui t'intéresse. Peut-être que j'aime beaucoup l'escalade. Peut-être que je deviendrais sportif dans l'escalade. En faisant de l'escalade, je sais pas. Bon, remettons le sport au premier plan dans ce cas-là, avant l'entreprise. L'escalade, parce que c'est du risque, tu vois, il y a la notion de montée, il y a la notion de nature aussi, de grands espaces, donc peut-être que l'escalade. Bon, ce podcast était un peu déstructuré avec un petit problème audio au tout début, mais je crois que c'est good. Et as-tu pris du plaisir? Beaucoup de plaisir. Merci pour j'ai quand même envie de terminer là-dessus. Moi, je dis souvent un grand merde à toutes les personnes qui nous écoutent, les personnes qui peuvent se trouver dans le creux de la vague, mais j'espère qu'elle va remonter. C'est quoi, toi, le conseil que tu aimerais leur apporter et en réalité, le conseil que tu aurais aimé, toi, recevoir avant de monter Goodvest pour entreprendre, pose souvent cette question et ce que je dis, c'est d'en parler à un maximum de personnes. Le réseau, c'est méga important. En parler à un maximum de personnes, ça permet de trouver potentiellement des futurs recrues, des futurs clients, des futurs partenaires. Enrichir ta pensée, enfin ta vision. Évidemment, t'enrichir ta vision, d'améliorer la solution. Si tout le monde te dit c'est une idée pourrie, bon, faut persévérer un peu, mais à un moment, il faudra peut-être se dire, s'il y a personne qui trouve que c'est une bonne idée, être humble, voilà. Faut peut-être passer à autre chose. Donc je pense que c'est d'en parler à un maximum de monde parce que effectivement, le réseau, les personnes auxquelles on va en parler, ça peut apporter énormément. Donc toutes ces conneries de garder votre idée pour vous. Ça c'est de toute façon personne ne dira le contraire. Non mais les gens ont été, je crois, traumatisés par social network, ils se sont dit ouais, Mark Zuckerberg peut voler une idée comme ça. Mais non. Mais allez exécuter derrière, les amis. C'est ça, faut en parler. Bon courage à tous, un grand merci Joseph de m'avoir accueilli, on l'a pas dit mais on est dans vos super locaux que vous avez depuis octobre et d'ailleurs je t'ai fait la petite blague de je suis pas sûr qu'il y ait assez pour scaler encore longtemps, mais visiblement si. Ce qui compte c'est aussi d'atteindre la rentabilité, donc on va pas recruter 150 personnes on va y aller doucement, étape par étape. De manière saine. Voilà, exactement. Bon, grosse merde aussi à Goodvest. Et ouais, je termine sur une grossièreté. Et grosse merde à tous. Merci de nous avoir suivis. À très vite pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Merci Joseph. Dis merci. Merci beaucoup, j'ai déjà dit. Hein. Je rigole. Non, je suis poli normalement.